jours avant. Les autres se battent pour ajouter des jours. Talon accepte de quitter le pouvoir 75 jours avant. Et je savais qu'à un moment donné, Talon va se ressaisir et va même tout orchestrer pour qu'on ne vota pas cette loi. Et je suis certain que ceux qui ont voté contre là ont reçu le merci de Talon. Parce que qu'est-ce que Talon gagne à laisser le pouvoir 115 jours avant? Donc, si Yahi Boni et les siens savaient vraiment lire une constitution, savaient faire de la politique, ils auraient piégé Yahi Talon en votant la correction. Mais ne l'ayant pas fait, ils ont ouvert la boîte de Pandore et il est loisible à Talon aujourd'hui de dire devant la communauté internationale, la démocratie béninoise est à ce point-là vivace que les mouvanciers ont pu s'opposer à une loi que l'un de leurs collègues a proposée. Alors, si vous votez des lois... Oui, Dr. Kovi, est-ce que vous ne banalisez pas le fait que quand un président est élu, il est élu pour un mandat de 5 ans. Le fait de dire on va charcuter le mandat, on va enlever 75 jours ou on va augmenter de 45 jours, est-ce que c'est pas banaliser nos constitutions parce que ça laisse la porte ouverte à tous les prolongements de mandat dans tous les sens? Est-ce qu'on ne peut pas faire en sorte que dans nos pays, les gens, quelqu'un qui est élu pour un mandat de 5 ans, fasse exactement les 5 ans, même s'il fait des modifications de la Constitution en temps, que ça s'applique au prochain président? Oui, mais vous me faites rire, vous. C'est depuis 2016 qu'on ne respecte plus rien. Mais qui a bu boira, on a augmenté 45 jours, rien ne s'est passé. On veut diminuer 75 jours, pourquoi vous voulez que je me plaise? On fait juste le solde, débit égal crédit, vous oubliez que je suis comptable aussi. Ah ben voilà, on avait pris 45 jours, on veut lui arrêter 75, on vous rend ce que vous réclamiez. Donc oui, vous avez raison, mais il y a longtemps que nous ne sommes plus dans cette considération-là, nous ne les respectons plus. Depuis que le Bénin a fait l'erreur, et je n'ai rien contre Djobenou, mais depuis que le Bénin a fait l'erreur de confier un organe aussi important et clé à quelqu'un comme Djobenou, qui est par ailleurs un bon avocat civil, mais qui ne se connaît pas la Constitution. Mais vous n'avez pas vu que dès qu'il est devenu président de la Cour, eh bien, quand vous portez une affaire devant la Cour, on vous demande de venir défendre votre dossier comme si ils étaient devenus des magistrats. On a désacralisé la Cour constitutionnelle. Quand tu prends l'habitude de manger du haricot avec un enfant, quand il verra la crotte de mouton, que j'ai suspendu mon soutien pour le moment, donc ça me permet de porter plainte contre Patrice Talon, contre Tinubu, contre Alassane Dramane Ouattara, contre Macky Sall, mais les Batangais, ceux qui étaient pour fermons là, il faut porter plainte contre eux, intuitif personnel. Pas au nom de leur pays. Hein. Si vous portez plainte contre le Bénin, vous aurez des problèmes avec moi. Si vous portez contre le Nigeria, vous aurez des problèmes avec les Nigériens. Vous devez attaquer la commission de l'UEMOA et de la CEDEAO, puis attaquer individuellement les présidents. Ce sont eux. N'allez pas dire, vous portez plainte contre le Bénin. Là, on aura des problèmes. Parce qu'on va devoir vous remettre mon argent. Contre le Niger, contre le Burkina, et contre le Nigeria. Non. Vous devez porter plainte contre nos présidents pour leur dire, voilà ce que vous avez fait, voilà ce que ça a créé. Maintenant, si ils veulent prendre l'argent de leur pays et leur pays le leur laisse, ça c'est... Ok, bienvenue à votre émission en direct du studio Nelson Mandela. Ce dimanche, nous recevons un homme qui a une double casquette. Il est acteur de développement et acteur politique. Avec lui, nous parlerons des grands enjeux économiques de l'Afrique, notamment le Forum africain pour le renouveau économique de Ouagadougou, et nous parlerons aussi des sujets brûlants de l'actualité politique béninoise et africaine. Notre invité, comme vous le voyez à l'écran, est Dr Bertin Korovi, économiste fondamentaliste, président de l'Alliance Iroko et membre en retrait temporaire du Bloc républicain. Bonsoir, Dr Korovi, et très heureux de vous retrouver sur ce plateau que vous connaissez très bien. Ben, c'est moi qui vous remercie.
de l'insigne honneur que vous me faites en m'invitant sur un plateau au nom illustratif Nelson Mandela. En tout cas, c'est un plaisir. Merci beaucoup et bonsoir aussi à tous nos internautes qui sont déjà en direct sur nos différentes plateformes. Ils peuvent participer en laissant leurs commentaires dans le fil de cette vidéo live. Dr Korovi, vous étiez au Forum africain pour le renouveau économique de Ouagadougou. Pour les amis internautes qui n'ont pas suivi de près cet événement, quels étaient les grands enjeux de ce forum? Je voudrais qu'il me soit permis de souhaiter un bon début de Ramadan et un mois béni de Ramadan à tous les musulmans et même encourager les chrétiens. Bon, les chrétiens catholiques sont déjà en carême, ce qui est une bonne chose, mais les chrétiens évangéliques et autres peuvent se joindre aux musulmans pour faire le jeûne, faire cette expérience-là extraordinaire. Je veux que le tout miséricordieux, le très miséricordieux, ait pitié de nos pays et qu'il jette un regard compatissant sur nous. Ceci étant dit, le Forum africain pour le renouveau économique, qui était à sa première édition, du 1er au 2 mars 2024 à Ouagadougou, a été pour moi une révélation. Je suis habitué à beaucoup de forats, mais c'est la première fois que je suis vraiment satisfait. D'abord, la qualité des invités pour les panels et les sujets abordés. Pour faire court, la télévision, c'est une question de temps. Nous avons réfléchi sur les raisons qui fondent le non-développement de l'Afrique. Et des propositions ont été faites. Je vais vous donner un exemple. Il y a eu un panel qui se préoccupait de la zone de libre-échange, la zone africaine de libre-échange. Nous avons tous constaté que cette zone-là ne marche pas bien parce qu'on n'a pas de production. Nous voulons échanger quoi si on ne produit rien? Et quand on a de production, on n'a pas de chemin de fer. Alors, donc, nous avons posé le diagnostic de ce qu'il faut que nos pays développent les chemins de fer entre pays. Et moi, j'ai recommandé au Burkina Faso de construire le chemin de fer Burkina, Ghana, Burkina, Togo, Burkina, Mali, Burkina, Niger, et que le chemin de fer Niger et Mali soit construit. Le chemin de fer, par exemple, Douala et Tchad soit construit. Le chemin de fer Centrafrique, Douala soit construit. Au fait, il faut émailler le continent africain de chemin de fer. Ceux qui ne voulaient pas notre développement nous ont poussés à aller seulement vers les routes. Mais vous êtes au Canada, ce que je sache. Mais vous devez quand même constater que au Canada, au Brésil, aux États-Unis, même en France, mais les marchandises, c'est par les chemins de fer qu'on les transporte. Quand vous devez utiliser les titans, c'est trop cher à la fin. Et connaissant nos pays avec la tracasserie policière, ça revient trop cher et trop cher. Ça, c'est un. Nous ne produisons pas. Et on ne produit ça pourquoi? Parce qu'il n'y a pas d'électricité. Il n'y a pas d'eau, il n'y a pas d'électricité. On n'aménage pas les terres agricoles. Nous leur avons recommandé que l'État décide d'aménager, viabiliser les terres agricoles en les irriguant, aussi simple que cela. On ne peut pas faire l'agriculture en Afrique en comptant seulement sur la pluviométrie. Je prends le cas du Burkina Faso, même au Bénin. C'est 6 mois de travaux champêtres, 6 mois, tout le monde est en train de boire l'alcool, en train de s'amuser sous l'arbre palabre. Vous attendez quelle économie pour nos pays? Donc, il faut aménager, viabiliser nos terres agricoles, et il faut les irriguer. Il faut mettre des sociétés d'équipement agricole à disposition. Il faut de l'électrification, il faut des moyens de conservation. Vous prenez le cas du Niger. Est-ce que vous pouvez savoir que l'oignon du Niger est perdu à 40-45%
chaque année à la production. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de moyens de conservation. 40-45% est perdu. Ce qui veut dire, si on gardait les 100%, on aurait pu diminuer même les prix actuels de 20%, que le paysan sera toujours riche dans sa production. Bon, ce sont des sujets qu'on a abordés. On a parlé de l'innovation, la technologie. On a abordé le sujet de la corruption aussi, qui gangrène nos pays. Mais le mot corruption, ce n'est pas un mot morel, ce n'est pas un mot fond, ce n'est pas un mot bariba. Corruption, c'est un mot français. Alors, quand les autres nous accusent de corruption, ce sont eux qui nous ont enseigné la corruption. Donc, on a essayé d'aborder un peu tous ces sujets-là. Et honnêtement, ça a été plutôt une rencontre d'échange et de partage. Docteur Corrib, les gens vous diront que ces genres de rencontres, c'est pas nouveau en Afrique. Qu'est-ce qui a été mis en place cette fois-ci pour que les recommandations soient suivies et soient mises en œuvre vraiment pour qu'on trouve les retombées un peu partout en Afrique ou pour les pays concernés? Alors, je vous remercie parce que j'ai posé ce sujet-là. Il y avait le chargé de mission du ministre de l'économie et des finances du Burkina qui était là au nom du ministre occupé. Moi, les propositions que j'ai pour le Burkina, en tout cas pour l'AES, je les lui ai remis. Et j'ai dit que moi, je ne venais pas seulement bavarder parce qu'on m'a invité il y a de cela, ça fait 3 mois avant que je n'accepte. Mais j'ai dû réunir les projets structurants au Burkina, au Mali, au Niger, au Gabon, etc., en Centrafrique. Ces projets, je les ai posés. J'ai remis à la plupart des ambassadeurs. Et je leur ai dit, pour ces projets-là, je suis prêt à les aider à lever les fonds pour les réaliser. Parce que c'est ça le problème au fait. La plupart de nos pays ont de bons projets, mais n'ont pas de financement. Nous attendons la Banque mondiale, l'FMI. La Banque mondiale, l'FMI, leur rôle, ce n'est pas de nous trouver du financement pour nos projets. Donc, oui, en intuitif personnel, mon cabinet Politics Consulting a introduit des projets, en tout cas pour ce qui me concerne moi, que je suis prêt à faire financer en partenariat public-privé. Et j'ai fait expliquer à la plupart, et ceci est valable pour les autres qui nous écoutent aujourd'hui, ils sont nombreux à croire que quand on parle de projets en partenariat public-privé, ben que l'investisseur n'a pas besoin de garantie. Mais non, nos États sont prêts à garantir des prêts exorbitants, usuraires, à des taux impossibles. Mais quand nos États ont des projets en partenariat public-privé, ben ils ne veulent pas donner de garantie. On dit à l'investisseur, c'est rentable, venez construire, gérer et retirer votre argent. Personne ne viendra. Et il faut que nos États apprennent à donner de garanties et même de garanties bancaires. Donc voilà, moi, j'ai fait, nous, en tout cas, nous au forum, on a fait ce qui nous revenait. La plupart des experts, il y avait le professeur Laurent Bado, avec son économie communautaire, où au lieu de recourir au financement étranger pour certains projets, je prends par exemple de construire un hôpital. Mais si c'est de 20 milliards ou bien 100 milliards, 200 milliards qu'on a besoin, on peut facilement lever ça entre fils du même pays. Ça, ce n'est pas difficile, ça. Il faut que les populations se mettent ensemble, cotisent 10 000, 10 000, mais on a l'argent dont on a besoin. Mais c'est une question de volonté et de quelqu'un qui guide. Et le professeur Bado, Laurent de Burkina, il en a fait son cheval de bataille. Il a même réussi quelque chose avant le forum. Il a fait construire une usine de tomates en bois, de transformation de tomates, sur financement des populations du Burkina. J'ai trouvé ça extraordinaire. Mais puisqu'on ne va pas seulement faire d'usine de tomates, il y a des investissements d'un certain niveau. Il faut retrouver du financement vers les pays qui sont en surliquidité. Et moi, j'ai des accords avec les Qataris pour nous accompagner pour les projets structurants. Énergie, eau, connectivité. Attention, nous n'allons pas financer les routes qui vont dans le village du président. Combien de personnes passent dessus? Parce que nous prenons des projets en PPP, les projets qui sont auto-rentables, dont la gestion peut générer des ressources pour rembourser.
Oui, si nos États, parce que le tout, ce n'est pas les économistes. Il faut que l'État montre la volonté. Je vais vous faire une confidence. Ça fait un certain nombre de temps que nous travaillons sur 2 projets d'électrification en Centrafrique. Le barrage Lobaï, Lotemo sous le Lobaï, ça fait 60 mégawatts. Vous pouvez imaginer que Bangui est continuellement délestage. Je n'ai pas dit continuellement, hein. Continuellement, c'est sans arrêt. Il y a tout le temps délestage. Vous attendez quel développement de la Centrafrique, du Centrafrique, si la capitale n'a pas d'électricité? Et si la capitale n'a pas d'électricité, qu'est-ce que vous dites des villages? Eh bien, moi, je leur dis, vous avez un bon projet, qui a même déjà les études. Nous sommes prêts à vous accompagner. Donnez-nous un mandat. Rassurez-nous que vous pouvez donner la garantie. Ça veut dire il y a 10 jours que j'ai parlé à des autorités à un niveau vraiment élevé. Rien. Le ministre a donné des instructions aux cadres qui sont concernés. Oh, tu entends tel dire, je suis parti en mission. Je suis parti ici. Mais à la fin, ça vous fatigue. Et vous ne voulez plus rien faire pour nos pays et pour ce continent. Est-ce que ce sont les investisseurs qui doivent être plus pressés que les cadres d'un pays? Non, nous allons commencer par les dénoncer publiquement pour que la population sache qu'ils ne font pas leur travail. Moi, je ne suis pas centrafricain. Pourquoi ils devraient être plus préoccupés par l'énergie à Bangui que les cadres du ministère? À la fin, ça vous fatigue. Je voudrais rappeler à tous nos amis internautes qui sont déjà en direct qu'on a plusieurs sujets à aborder. On va parler du rejet de projet de révision de la Constitution au Bénin. On va parler de l'adoption d'un nouveau code électoral au Bénin. Nous allons parler aussi de la situation du Sénégal et on aborde maintenant l'actualité autour de la fermeture des frontières entre le Bénin et le Niger. L'actualité africaine, comme je le disais tantôt, a été marquée par la levée des sanctions contre le Niger, les sanctions prises après le coup d'État de juillet 2023. Dr Corey, vous avez été parmi les premiers à estimer que cette sanction était injuste, mais les autorités ou bien les chefs d'État de l'UEMOA et puis de la CEDEAO ne vous ont pas écouté. Aujourd'hui, est-ce qu'on va dire tout ça pour rien? Et qu'est-ce que vous pensez aujourd'hui de la mesure prise de lever les sanctions contre le Niger? Alors, ce n'est pas une question de manque de modestie. Pas que j'ai été parmi les premiers, j'ai été le premier. Parce que l'UEMOA, enfin, la CEDEAO, parce que c'est Tinubu et le président Patrice Talon qui ont pris parole à 22h le 26, à 4h30 le 27, j'avais déjà écrit un texte pour m'offusquer de leur position. D'autres ont suivi par la suite et je m'en réjouis. Donc, j'ai été le premier. Et je trouve même triste que les autorités nigériennes n'aient pas trouvé nécessaire de m'appeler pour dire Kourovi, merci. Parce que j'ai pris un risque, un président que je soutiens. Oui, je le clame partout, je soutiens Patrice Talon. Enfin, je le soutenais encore avant de suspendre mon soutien pour le moment. Je m'oppose à sa décision, mais les Nigériens n'ont jamais estimé qu'il faut remercier Kourovi. Mais le peuple nigérien me le rend et je dis Alhamdulillah, Rabbil Alamin. Alors, la levée des sanctions. Les sanctions ayant échoué, c'était ceux qui sanctionnaient qui étaient désormais sanctionnés. Donc, ils n'ont pas levé les sanctions pour sauver le Niger, non. Ils ont levé les sanctions parce que c'était eux qui lisaient l'heure. C'est la CEDEAO, l'UEMOA, qui lisait l'heure. Mais regardez le port du Bénin. C'est une peau de chagrin. Il n'y a personne. Vous pouvez jouer au football. Mais donc, la CEDEAO et l'UEMOA ont voulu copier les sanctions économiques. Ça a toujours un effet boomerang. Regardez ceux qui ont sanctionné la Russie. L'Union européenne est une peau de chagrin aujourd'hui. Même les États-Unis reconnaissent que c'est un problème. Il n'y a que Zelensky qui n'a pas compris depuis. Donc, la sanction était devenue un piège à UEMOA et CEDEAO. Et pour se sortir d'affaires,
ils ont vite fait d'aller lever leurs sanctions. Mais attention, il faut tirer chapeau au président du Togo qui a compris qu'il fallait faire échouer ce jeu. Car n'eût été la position togolaise, peut-être que la CEDEAO et l'UEMOA auraient réussi, mais à coup de plusieurs morts au Niger. Car le peuple nigérien, pour qui je lève 2 fois le chapeau, est un peuple digne de ce nom, qui a défendu sa patrie. Les Nigériens n'ont pas défendu le CNSP. Les Nigériens ont défendu l'unité nationale. Les Nigériens ont défendu la souveraineté nigérienne. Les Nigériens se sont opposés à l'humiliation de leur pays. Naturellement, ça a profité au CNSP et je m'en réjouis. Mais au prime abord, ce n'est pas le CNSP que les Nigériens ont défendu. Les Nigériens ont d'abord défendu cette histoire de vouloir les humilier, les soumettre. Ils ont montré qu'un peuple debout est un peuple contre qui rien ne peut, à qui rien ne peut s'imposer. Et ce peuple-là devrait servir de leçon à d'autres peuples qui sont seulement sur WhatsApp en train d'attendre que le sauveur vienne les sauver. Vous venez d'évoquer les conséquences. Vous avez parlé des morts, mais on a eu aussi des conséquences économiques parce qu'on a eu des centaines de camions qui étaient bloqués à la frontière Bénin-Niger. Aujourd'hui, faut-il réparer ces sanctions? Si oui, qui doit réparer ces conséquences plutôt, les pertes économiques par exemple? Mais vous m'étonnez, vous, à moins que vous n'ayez pas de mémoire dans votre émission. Moi, j'avais déjà appelé les populations à faire des constats d'huissier pour que ceux qui ont fermé la frontière sans préavis, alors qu'il y a les accords de libre-échange, la CEDEAO, c'est un accord de libre-échange. L'UEMOA, pareil, c'est un accord économique. Ceux qui ont fermé, c'est-à-dire les États qui ont fermé, doivent dédommager les commerçants. Moi, j'en connais qui sont ruinés. Les camionneurs, les transporteurs ruinés. Donc, on ne peut pas passer ça par perte et profit. Il faut que la Chambre de commerce, l'Association des transporteurs, etc. Il n'y a pas qu'au Niger que cela est frappé. Au Bénin, au Togo, en Côte d'Ivoire, bref, au Ghana, tous ceux qui font ce tronçon-là. Et il faut porter plainte contre la commission de l'UEMOA, porter plainte contre la commission de la CEDEAO, parce que ceux-là sont ceux qu'on peut attaquer plus facilement. Après, ce n'est pas parce que je soutiens le président Patrice Talon que je ne dirai pas la vérité. D'ailleurs que j'ai suspendu mon soutien pour le moment, donc ça me permet de porter plainte contre Patrice Talon, contre Tinubu, contre Alassane Dramane Ouattara, contre Macky Sall, mais les va-t-en-guerre, ceux qui étaient pour fermons là, il faut porter plainte contre eux, intuitif personnel. Pas au nom de leur pays. Hein. Si vous portez plainte contre le Bénin, vous aurez des problèmes avec moi. Si vous portez contre le Nigeria, vous aurez des problèmes avec les Nigériens. Vous devez attaquer la commission de l'UEMOA et de la CEDEAO, puis attaquer individuellement les présidents. Ce sont eux. N'allez pas dire, vous portez plainte contre le Bénin. Là, on aura des problèmes. Parce qu'on va devoir vous remettre mon argent. Contre le Niger, contre le Burkina, et contre le Nigeria. Non, vous devez porter plainte contre nos présidents pour leur dire, voilà ce que vous avez fait, voilà ce que ça a créé. Maintenant, si ils veulent prendre l'argent de leur pays et leur pays le leur laisse, ça c'est un autre débat. Il faut réparer. Malgré la levée des sanctions, les sanctions, on voit que la situation de Bénin et le Niger est toujours critique. Qui doit faire le premier pas aujourd'hui pour que les transactions économiques entre le Niger ou entre le port de Cotonou et le Niger, ces transactions économiques puissent reprendre rapidement, Dr. Corvi? La situation du Bénin et du Niger. Le Bénin a déjà ouvert sa frontière et j'ai pris mon pied. Quand j'ai vu le ministre Wadaï, le ministre Gaston Dessouy et le ministre Abdoulaye Biotchane à Malanville en train de regarder de loin et le Niger, Gaïa de loin, j'ai ri fatigué.
Parce qu'il donnait l'image des enfants au bord du fleuve qui regardent leur père aller à la pêche. Au fait, ça a été une grande erreur. Le Bénin ne peut pas faire ça au Niger. Non, le Bénin ne peut pas faire ça contre le Niger. Nous avons péché contre nous-mêmes. Et aujourd'hui, nous en payons le prix. Le Bénin a déjà ouvert sa frontière. C'est le Niger qui fait la belle dame. Mais le Niger est dans la position d'un homme que sa femme a surpris en infidélité. C'est le temps, même si la femme dit qu'elle a pardonné, elle n'a pas divorcé, c'est le temps qui lui permet d'oublier. Le Niger, d'emblée, ne peut pas oublier que le Bénin a osé même accepter qu'on le menace. Et les Nigériens, certainement, ont encore peur, se demandent, est-ce qu'il n'y a pas de, ma foi, de soldats français ou bien je ne sais quoi, s'il n'y a pas de possibilité de risque à partir du Bénin et contre le Niger. Donc, souffrez que les Nigériens ne soient pas pressés d'ouvrir leurs frontières. Le Bénin doit prendre son mal en patience et rassurer les Nigériens de sa bonne foi désormais. Et il y a une chose qui joue en faveur du Bénin, par contre, c'est que les failles d'Alédo au niveau du Togo ne permettent pas à tout camion de passer. Ça, c'est un. Deux, les routes au niveau du Togo sont trop étroites, ce qui fait que le trafic n'est pas aussi aisé. C'est ça et ça seul qui fait notre chance. Sinon, quand vous prenez la distance, ma foi, Lomé et Simkassé, vous entrez dans le Burkina, vous arrivez à la frontière Niger, ce n'est pas aussi loin que ça. La différence entre Cotonou et l'autre, et ici, c'est à peine 100 km, ça n'atteint même pas 100. Mais l'infrastructure, naturellement, la voie, le cordon, l'axe Togo, Burkina, Niger, il y a les failles d'Alédio qui ne sont pas en faveur. Donc, il faut des camions d'une certaine capacité pour pouvoir faire ce tronçon-là. Bon, puisque c'était un sauve-qui-peut, le Togo a servi. Mais à la longue, le Togo ne pourra pas être un concurrent pour le Bénin. En réalité, le port naturel du Niger, c'est le Bénin. Les Nigériens vont finir par nous pardonner, mais c'est à nous de leur accorder le temps d'enterrer leur mort, d'oublier que nous avons pu être responsables de mort au Niger en les affamant, en leur refusant d'avoir de médicaments, etc. Et il faudrait que les Nigériens se souviennent qu'il y a eu des Béninois qui se sont levés pour dire non. C'est important que les Nigériens s'en souviennent. Parce que quand ils se fâchent contre le Bénin, ils mettent tout le monde dans le même panier. Et je dois vous dire que ça commence par m'agacer. Et ça agace un certain nombre de Béninois qui ont pris des risques. Je prends les... Comment il s'appelle? Shadrach. Il y a un jeune... bon, voilà, très bien. Shadrach. Je prends... comment il s'appelle? Le vieux Laurent Métognon. Un certain nombre, même les démocrates, à tout seigneur, tout honneur. Quoique les critiquants, je reconnais qu'ils ont pris une position. Quoique tardivement, Yahya Boni, 2 mois après, il a obsculté pour voir quelle est la position du peuple. Et comme il a vu que le peuple est contre, il a aussi sorti opportunément pour dire qu'il est contre. Mais au moins, il est sorti quand même. Le BN n'est pas sorti. UPR, avec Diobenou, ont sorti un test totalement farfelu que je me suis dit, mais de quoi ça parle? Donc, bref, les Nigériens sont nos frères et doivent comprendre que les dents et la langue, condamnés à vivre toute une vie, parfois se querellent. Et c'est là où les dents mordent la langue, pourtant font la paix. Nous sommes condamnés à vivre ensemble, pardonner les erreurs de nos leaders. L'actualité africaine, c'est aussi la situation au Sénégal. On a vu le 3 février, le président Macky Sall a arrêté le processus électoral. Il a été retoqué par le Conseil constitutionnel. Aujourd'hui, on tend vers les élections le 24 mars prochain. Monsieur Corbier, est-ce qu'on peut dire aujourd'hui que le Conseil constitutionnel du Sénégal a joué son rôle de gardien de la Constitution au Sénégal? Malheureusement, non. Vous savez, toute la crise sénégalaise est due au fait que le Conseil constitutionnel
tout le temps de Macky, n'a jamais joué son rôle. Le Conseil constitutionnel sénégalais est le seul responsable des dérives de Macky Sall. Car son rôle, c'est d'être l'arbitre. Le Conseil, Macky Sall n'est pas au-dessus du Conseil. Mais le Conseil n'a jamais pu dire à Macky, ce que tu fais là ne se fait pas. Mais la preuve, le Conseil a fini par être accusé de corruption avant de retrouver son esprit. Et je le trouve effectivement corrompu. Je vais vous dire pourquoi. Je ne parle pas de corruption à l'argent. Tout ce qu'on a fait vivre à Sonko, même le dernier aveugle, c'est que c'est de l'acharnement. Le Conseil constitutionnel était où? Ce conseil-là a eu le courage de rejeter le dossier de Sonko au fait que cela ne comportait pas le parrainage. Alors qu'une décision de justice ordonne qu'on donne de parrainage à Sonko et une administration refuse. Qu'est-ce que le Conseil a dit? Rien. Le Conseil constitutionnel n'est-il pas au-dessus des autres? Donc ce Conseil-là, qui opportunément devient sauveur de la démocratie, je m'oppose à cela. Car il n'y aura pas de démocratie au Sénégal tant que Sonko n'est pas candidat. Ce qui m'inquiète pour les Sénégalais, c'est qu'ils se satisfont de Macky s'en va. Même si c'est un chien qui vient, Macky s'en va. Mais le chien va faire comme Macky encore. Et à la fin, on dira encore, ce chien-là, on le chasse. Non, le Conseil doit remettre les choses à plat, permettre à Sonko d'être candidat, que même Wade soit candidat, ce n'est pas mon problème, que le peuple sénégalais ait le choix d'élire le président qu'il veut. Il ne faut pas imposer un candidat par défaut. Parce que qu'est-ce qui va se passer? Vous savez, Sonko a promis beaucoup de choses. Il a dit beaucoup de choses. Moi, un économiste, j'ai ri et parfois je dis, heureusement qu'il est fiscaliste. Parce que ce n'est pas aussi simple que ça, tout ce qu'il disait. Un autre président, même le frère jumeau de Sonko président, ne pourra pas satisfaire la jeunesse sénégalaise. Et les manifestations vont encore reprendre. Sonko aura loisir à dire, eh bien, si j'étais président, non, permettez à Sonko d'être candidat et qu'il s'essaye à ce qu'il disait. C'est la solution et la solution. Donc, le Conseil constitutionnel n'est pas la solution. Au contraire, si Macky Sall m'appelait, je suis prêt à prendre mon billet à mes frais, à rester à l'hôtel à mes frais. J'ai une phrase juste à lui donner, à lui dire, si quelqu'un peut sauver la démocratie sénégalaise, c'est Sonko. Car Sonko, président, est le seul qualifié à ne pas faire de chasse aux sorcières. Sinon, je voudrais dire à Macky, il quitte le pouvoir, il doit aller en exil. Son frère en prison ou en exil. Son fils en exil ou en prison. Sa femme, etc. Mais si Sonko est président, lui, il peut convaincre le peuple à dire, pardonnons, que c'est lui qui a le plus souffert. Il est le seul à pouvoir tendre la main à Macky et à sauver la démocratie sénégalaise. Et c'est ça qui m'importe. Docteur Korovi, vous n'êtes pas sans savoir que le problème en Afrique, c'est le respect de la durée des mandats et le nombre des mandats. Ce que le Conseil constitutionnel a fait au Sénégal, ça a permis quand même de contenir les ambitions, je ne sais pas si les ambitions de Macky Sall. On a vu au Bénin où la Cour constitutionnelle a prolongé la durée du mandat du président de Patrice Talon de 45 jours, ce qui est contraire à la Constitution. Au moins, est-ce que sur ce plan, vous pouvez reconnaître les mérites du Conseil constitutionnel du Sénégal? Je vous dis non. Vous savez, le Conseil constitutionnel s'est réveillé un peu trop tard. Et le Conseil s'est réveillé opportunément. Mais ce n'est pas la première fois que Macky violait tout. Si le Conseil constitutionnel n'avait pas été attaqué pour corruption et que le parti au pouvoir, dont la plupart d'entre eux sont des militants, n'avaient pas soutenu ça, vous croyez qu'ils allaient retrouver leur esprit? Non, le Conseil ne dit pas du droit, le Conseil se protège. Et ça, je ne vais pas les applaudir. Ceci étant dit, c'est Macky Sall qui a poussé le pignon de trop. Macky Sall
a poussé le pignon de trop. Il s'est cru tout permis. Et le seul qui a le mérite, c'est le peuple sénégalais qui a dit non. Et la communauté internationale a menacé. Vous croyez que si les Américains s'étaient tués, si les Français s'étaient tués, ben, même sur les chaînes françaises, on se moquait de lui comme d'un bambin qu'on a surpris en mauvaise posture. Donc, c'est l'opinion internationale qui a fait reculer Macky Sall. Ce n'est pas un conseil constitutionnel qui s'accommodait de tout. Voilà ce que... Je ne dis pas qu'ils n'ont pas bien fait de prendre leur responsabilité, hein, mais ils auraient dû sauver le système depuis pour nous montrer qu'ils sont un conseil. Je voudrais vous rappeler quand même que le président Olo, au Bénin, conseil constitutionnel, tout en n'étant pas opposant, mais quand la mouvance présidentielle de Talon prenait certaines lois, il les rejetait. Il disait le droit et le président Talon refusait intelligemment de ne pas appliquer ce que le conseil a dit, mais au moins lui, il a dit. Mais c'est ce qui a manqué au conseil, ma foi, sénégalais, dont ne les applaudissez pas. Je les jette en pâture. Pourquoi? C'est pour que d'autres, opportunément, ne fassent pas la même chose. Ils font rien que des bêtises, et maintenant qu'ils voient que le pouvoir est terminé, eh bien, tout le monde devient lucide. Macky Sall va se retrouver tout seul, abandonné de tous. Et on va lui faire porter le chapeau de l'erreur de toute une mouvance. Non, ce conseil-là, la seule chose de bien à faire, c'est de remettre à plat le système, de permettre que les élections se fassent, que Sonko soit candidat. Même si pour ça, les élections vont se faire après la fin du mandat de Macky Sall, il faut le faire. Il faut trouver un moyen pour qu'il y ait une transition non conduite par Macky Sall, mais pour que les Sénégalais s'asseyent, vident leurs problèmes. Sinon, en réalité, on aura juste prorogé la crise pour une autre fois qui va encore exploser. Donc, ce n'est pas une solution. Se précipiter, oh, le délai. Attendez, s'il n'y a pas élection le 24, là, quoi, le Sénégal, le soleil va tomber? Ça, c'est quoi ça? Et pendant que vous parlez le Bénin s'est donné 45 jours. Les 45 jours, c'était pour permettre l'alignement des élections. Mais curieusement, les mêmes qui ont fait l'alignement, aujourd'hui se rendent compte que c'était une erreur. Vous vous souviendrez que quand j'étais opposant maladif, je m'étais moqué d'eux. J'ai dit, vous serez obligés de venir corriger parce que l'esprit de notre régime ne permet pas ce que vous voulez faire là. On ne peut pas faire les législatives avant les présidentielles. Et ils en sont venus. C'est dommage que la loi corrective que proposait Hassan II ait été rejetée pour des motifs totalement farfelus. Et si vous voulez, on va en parler. Ouais, vous faites déjà le pont par rapport à la suite de notre émission. Un député de votre parti, ou bien on peut dire ancien parti, Bloc républicain, Hassan Seibou, a porté un projet de révision de la Constitution qui a été bloqué à à l'Assemblée nationale par les démocrates. On sait que cette Constitution qu'on a essayé de réviser c'est la Constitution de 2019 qui déjà ne fait pas l'unanimité dans l'opinion. Quelle est, selon vous, l'opportunité de cette énième révision sous Patrice Talon aujourd'hui, Monsieur Bertin Korovi? Alors, moi, j'ai soutenu la loi corrective de la modification de 2019, car c'est comme ça qu'il faut l'appeler. La loi Hassan Seibou n'est pas une énième révision. C'est une correction du travail bâclé de Djogbenou et un certain nombre. On aurait dit que c'était des maçons et charcutiers qui ont fait la constitution de 2019, du moins la modification. Parce que c'était truffé d'erreurs. Et il fallait les corriger. Hassan Seibou a eu le courage de faire une proposition. Mais je vous donne un exemple. Nombreux, voici cette révision-là, imposait à Talon de quitter le pouvoir 75 jours avant terme.
il avait pris 45 jours et ça faisait problème. Et quitte 75 jours avant. Vous qui réclamiez vos 45 jours, je crois que c'est vous qui allez lui devoir des jours. Ah, mais oui, ça c'est un. Les élections présidentielles, ma foi, étaient le premier tour, le 1er février, le second tour, le 22 février, et le nouveau président était installé le 8 mars 2026. Enfin, le jour des femmes, n'est-ce pas? Bref, il n'y avait aucun moyen pour Talon d'avoir un troisième mandat. Aucun. Et c'était les députés actuels qui étaient ceux qui parrainaient toujours. Parce que nombreux ont menti dans l'opinion pour dire qu'on veut empêcher les LD de parrainer. C'est faux, puisque les dossiers auraient été déposés au plus tard le 1er décembre. Mais puisque le président Yahya Boni a décidé de s'opposer à tout ce qui appelle le nom de Talon, et je vais vous dire une chose, je m'étais demandé si Hassan Seibou, Hausa qu'il est d'origine, n'a pas envoûté Patrice Talon. Qu'est-ce qu'il a pu dire pour que Patrice Talon accepte de laisser son mandat 75 jours avant? Les autres se battent pour ajouter des jours. Talon accepte de quitter le pouvoir 75 jours avant. Et je savais qu'à un moment donné, Talon va se ressaisir et va même tout orchestrer pour qu'on ne vota pas cette loi. Et je suis certain que ceux qui ont voté contre là ont reçu le merci de Talon. Parce que qu'est-ce que Talon gagne à laisser le pouvoir 75 jours avant? Donc, si Yahya Boni et les siens savaient vraiment lire une constitution, savaient faire de la politique, ils auraient piégé Yahya Talon en votant la correction. Mais ne l'ayant pas fait, ils ont ouvert la boîte de Pandore et il est loisible à Talon aujourd'hui de dire devant la communauté internationale, la démocratie béninoise est à ce point-là vivace que les mouvanciers ont pu s'opposer à une loi que l'un de leurs collègues a proposée. Alors, si vous votez des lois... Oui, Dr. Kobi, Oui. est-ce que vous ne banalisez pas le fait que quand un président est élu, il est élu pour un mandat de 5 ans. Le fait de dire on va charcuter le mandat, on va enlever 75 jours ou on va augmenter de 45 jours, est-ce que c'est pas banaliser nos constitutions parce que ça laisse la porte ouverte à tous les prolongements de mandat dans tous les sens? Est-ce qu'on ne peut pas faire en sorte que dans nos pays, les gens, quelqu'un qui est élu pour un mandat de 5 ans, fasse exactement les 5 ans, même s'il fait des modifications de la Constitution en temps, que ça s'applique au prochain président? Oui, mais vous me faites rire, vous. C'est depuis 2016 qu'on ne respecte plus rien. Mais qui a vu Boira, on a augmenté 45 jours, rien ne s'est passé. On veut diminuer 75 jours, pourquoi vous voulez que je me plaise? On fait juste le solde, débit égal crédit, vous oubliez que je suis comptable aussi. Ah ben voilà, on avait pris 45 jours, on veut lui arrêter 75, on vous rend ce que vous réclamiez. Donc oui, vous avez raison, mais il y a longtemps que nous ne sommes plus dans ces considérations-là, nous ne les respectons plus. Depuis que le Bénin a fait l'erreur, et je n'ai rien contre Djobenou, mais depuis que le Bénin a fait l'erreur de confier un organe aussi important et clé à quelqu'un comme Djobenou, qui est par ailleurs un bon avocat civil, mais qui ne se connaît pas la Constitution. Mais vous n'avez pas vu que dès qu'il est devenu président de la Cour, eh bien, quand vous portez une affaire devant la Cour, on vous demande de venir défendre votre dossier comme si ils étaient devenus des magistrats. On a désacralisé la Cour constitutionnelle. Quand tu prends l'habitude de manger du haricot avec un enfant, quand il verra la crotte de mouton, il va t'inviter à jouer à ça. Donc, ne vous offusquez pas. On a pu augmenter 75 jours. On doit accepter. On devrait être même heureux. Mais qu'on enlève, on avait accepté 45 jours. On nous avait appris 45 jours. On nous rend 75 jours. Faites le solde, c'est vous qui devez normalement à Talon. Et je vais vous dire une chose. Moi, j'ai mon parrain, ancien président du Parlement marocain, ancien ministre des Affaires étrangères, ancien président de la Cour constitutionnelle du Maroc, professeur agrégé de droit constitutionnel.
Il a 84 ans aujourd'hui. En matière de constitution, c'est toujours à lui que je fais recours. C'est d'ailleurs lui qui avait dit à notre constitutionnaliste, et d'ailleurs, je vous avais dit, si jamais vous êtes candidat, vous validez la tricherie et vous allez finir en prison. Et rien ne va se passer. Parce qu'il y a une décision de justice à l'international qui nullifiait les élections au Bénin, qui les interdisait. Ne soyez pas candidat. Laissez Talon seul aller aux élections et son élection sera frappée, mais de nullité parce qu'il y a une décision. Vous avez dit on ne veut pas de chaise vide. On ne veut pas de chaise vide. Bon, on est là où on est aujourd'hui. La chaise n'est pas vide, mais ce n'est pas vous qui êtes assis dedans. Donc, bref, il y a longtemps qu'on ne respecte plus. On a désacralisé la Cour constitutionnelle. On a désacralisé notre constitution. Souffrez que un député ait eu le courage. Parce que c'est presque un coup d'État. Je me suis dit, mais Hassan, tu as mis quoi dans la bouche pour aller dire à Talon que tu veux diminuer son mandat de 75 jours. Et il a pu accepter. 75 jours de mots. Il a eu le courage de convaincre Talon d'accepter qu'on écoute son mandat de 75 jours. Et les démocrates autoproclamés ont trouvé qu'il y a un piège de troisième mandat. Bon, quelque part, je les comprends aussi. Parce qu'on ne sait pas vraiment à quoi s'attendre avec notre Dino là. Non, Patrice Talon, c'est un Dino là. Il est plus intelligent que notre classe politique. Naturellement, pas plus que moi. Mais que notre classe politique, Talon est plus intelligent qu'eux. Il sait les manipuler, les jouer, les tourner. Au fait, c'est un boulanger, Patrice Talon. Et au fait, je dirais même que c'est un mauvais conducteur. Quand il met le clignotant à gauche et il va à droite. Non, j'aime ce monsieur-là. Il a de malmener cette classe politique qui ne réfléchit pas. Oui, oui, c'est un politique. Hein? Revenons au rejet de la proposition ou bien du projet de révision. Moi, j'ai écouté le professeur Olo qui disait en substance ceci. Est-ce qu'il n'y a pas comme un manque de communication parce qu'on ne peut pas réviser une constitution en procédure d'urgence? Et pour pouvoir permettre au grand nombre d'adhérer au projet, il fallait faire une sensibilisation. Est-ce que ce n'est pas le manque de communication autour de ce projet, le fait d'aller à pas forcer, c'est ça qui fait que les démocrates ont opposé leur refus et aussi dans l'opinion, et ce projet-là ne passait pas. Est-ce que il n'y a pas un problème de sensibilisation, de communication autour? Non, j'ai la vague impression, moi, quand j'observe, qu'en réalité, que Hassan me pardonne, ou plutôt que le président Patrice me pardonne, mais il n'y avait jamais eu en réalité la volonté réellement de réussir cette modification-là. Parce que la modification n'était pas en faveur de la mouvance, contrairement à ce que j'en crois. Donc, et ça, je reste convaincu et je voudrais faire une analyse sans être un homme politique. J'ai eu l'impression que c'était pour que ceux-là rejettent la modification et que nous, hommes politiques, on s'en serve pour d'autres agendas. Parce que si on voulait réellement que ça réussisse, effectivement, il y a eu manque de communication. Il y a eu manque de recherche de consensus. Les gens n'ont même pas lu. Combien de Béninois ont lu la proposition avant de la rejeter? Ils ne l'ont pas lu. Donc, je crois, et ça, c'est une réflexion pas l'absurde, la mouvance présidentielle même ne voulait pas que ça réussisse. Parce que si elle voulait que ça réussisse, là, elle n'avait qu'à mieux expliquer. Ce que moi j'ai compris, si les autres avaient compris ça, ils votaient. Donc, vous avez raison. Si Olo a dit ça, il a raison. Il n'y a pas eu de communication, il n'y a pas eu d'explication. J'ai eu la vague impression à la fin qu'en réalité, mon frère et ami Hassan a convaincu le président Talon. Bon, d'accord, mais le président Talon même ne souhaitait pas que ça se fasse parce qu'il n'y gagnait rien au fait. Qu'est-ce qu'il y gagne? Rien du tout. Talon a dit, il ne fait rien. Tout ce qu'il fait, il pense à ses intérêts. Quel intérêt, lui, il a diminué son mandat de 75 jours? J'ai cherché, je n'ai pas trouvé son intérêt à lui depuis quand il aime le Bénin à ce point-là. Parce que quand on me dit ça va apaiser le climat politique, oui, d'accord, mais qu'est-ce que lui, il gagne? J'ai cherché, je n'ai pas trouvé. Contrairement aux constitutionnalistes 2.0 qui sont tout le temps, oh, ça fait une nouvelle république. Oh, ça dit, mais tout le monde, c'est ça le drame de notre pays. Chacun se mêle de tout. Mais de rien à la fois. Oui, M. Kouaovi, vous n'êtes pas sans savoir que la Constitution révisée de 2019 jusqu'à présent
on ne connaît pas réellement le contenu de cette constitution parce que, dans une certaine mesure, elle n'a pas été divulguée et les mauvaises langues disent que c'est toujours même à la saisie jusqu'à ce jour. Donc, est-ce que c'est pas cette crainte dans l'opinion du fait que un document aussi précieux est mis sous la table et puis le grand nombre ne connaît pas réellement le contenu de cette constitution de 2019 et on veut aller à une modification? Bon, alors, je vais vous surprendre. En 2019, non, en 2016, Monseigneur Gagné avait dit ne désacralisez pas la fonction présidentielle. Ne permettez pas à Gavon et à Patrice Talon d'être candidats. Ils vont réfléchir en politique comme s'ils étaient dans les affaires. Ils voudront des résultats ici et maintenant à tout prix. Quand vous voyez les infrastructures, les résultats que Talon a, que je critique par ailleurs, mais pourquoi a-t-il réussi là où les autres ont échoué à certains égards? Mais parce qu'ils ne respectent pas les règles. Parce que respecter les règles peuvent le retarder. Mais c'est dans sa nature, au fait. Si demain, vous faites de Dangote président au Nigeria, vous avez le même problème. D'ailleurs, regardez comment Trump réfléchit. Trump, il lui manque 10 000 voix. Il appelle le gars pour dire, bon, écoute, dans ton état, là, je n'ai pas 10 000 voix. Tu ne peux pas me les trouver? Mais c'est un homme d'affaires. Il voit tout sous l'angle de transaction. Je suis désolé, mais le Bénin a ouvert la boîte de Pandore en laissant un opérateur économique s'essayer à la chose d'État. C'est Talon qui est la victime et le peuple béninois est coupable au fait. Donc, avec le temps, il va s'améliorer, il va corriger. Je constate qu'il y a beaucoup de violations de constitution, mais ils ne s'en rendent même pas compte. Est-ce que vous savez que quand Talon, tout ce que Talon fait même pour l'État, c'est la rentabilité économique qui le préoccupe, pas la rentabilité sociale. Mais parce qu'il a appris à travailler seulement pour rentabilité économique et financière. Ce n'est pas Talon le problème, ce sont ceux qui ont fait Talon présent le problème. Parallèlement au projet de révision de la Constitution, on a le 5 mars, il y a un projet de modification du code électoral. Cette fois-ci, ce projet a été adopté, mais le parti Les Démocrates a voté contre parce que les propositions faites par ce parti n'ont pas été toutes prises en compte. Est-ce qu'on n'est pas aussi là dans un cas de manque de consensus autour d'un document aussi essentiel pour des élections apaisées en 2026? Alors, les démocrates ne sont pas de bonne foi. Les démocrates ne sont pas de bonne foi. Mais quand vous êtes minoritaire dans un parlement majoritaire, ou je dirais même quand vous faites figuration dans un parlement où votre rôle à vous, en réalité, c'est pour donner l'image d'un parlement ouvert à tout le monde. Ça, c'est ça leur rôle. Il faut savoir reconnaître quel est son rôle. Et le rôle des démocrates au Parlement, c'est Mito Yémen. Nous sommes parmi eux. Très bien. Les démocrates sont ceux qui ont demandé qu'on quitte 50 millions à 25 millions. C'est leur proposition. Ça a été adopté. Les démocrates, vous pouvez leur poser la question, et moi je parle au Djokoju. Les démocrates sont ceux qui ont voulu que ce soit seulement que les députés ne parrainent que le candidat parrainé par leur parti. Ça a été accepté. Parce que qui court un risque au fait? Talon, les démocrates là, il y a plein de députés parmi eux. À 50 millions chacun, tu les achètes, deviennent mouvanciers. À 50 millions, ils deviennent mouvanciers. Ne nous racontons pas des histoires. À 50 millions chacun, c'est à la queue leu qui deviendront mouvanciers. On se connaît. À Moira. Donc, en votant ça, ce sont les démocrates qui ont été protégés. C'est Yahi Boni qui a été protégé. On a renforcé son pouvoir, son emprise sur son parti. Aucun député ne peut aller voter de son propre chef. Et c'est normal. Vous n'avez pas manqué d'entendre dans ce pays Madougou dit qu'on lui a pris 70 millions. Est-ce que c'est vrai ou c'est faux?
j'en sais rien. Mais je voudrais dire ce qu'elle a dit. On lui a pris 70 millions pour lui promettre du parrainage. Des députés ont eu le courage d'aller vendre le parrainage. La nouvelle loi moralise l'utilisation du parrainage désormais et aucun député ne peut aller vendre le parrainage. Ça, c'est un. Aucun député ne peut quitter son parti qui l'a fait député. Parce que quand nombreux disent on empêche le député de choisir lui-même, il n'est pas député indépendant, il est député d'un parti politique. S'il voulait choisir lui-même, il aurait dû être élu intuitif personnel. Le parti paye sa caution, tout va campagne pour lui, il est élu. Comment peut-il aller voter, choisir celui qu'il veut? Donc, cette question-là, ce sont eux à eux que ça profite. On a dit 15% au lieu de 10% pour le parrainage. Mais ce n'est pas que les LD à 28 députés. Prenez 109, 15%, ça te fait 28. Le BS, ça fait 28. Donc, on leur a cousu, on leur a taillé un code à leur taille. Monsieur Kouavi, excusez-moi de vous arrêter par rapport aux 15%. Vous avez dit les 15%, ça fait exactement 28 députés. On est à 2 ans des élections et tout peut arriver. Un député, on ne le souhaite pas. Déjà, il y a eu des décès au Parlement, d'accord? Donc, ils sont à exactement 28 députés, donc ça fait 28 parrains. Est-ce qu'on ne prend pas à ce niveau un grand risque à ce que les démocrates se retrouvent en 2026, soit une démission, un décès avec 26 députés et ils ne pourront pas participer aux élections générales? Oui, mais à imaginer même que 5 députés meurent. Mais ça fait les 109 moins 5. Donc, désormais, les 15% là vont s'appliquer à ceux qui sont vivants. Bon, vous êtes un bon agronome, vous n'êtes pas économiste ou bien comptable, vous plaignez de... Mais même s'il y a des députés qui meurent là, quel que soit le bord où ça meurt, mais ça diminue le total et ça va garder toujours la proportion. Donc, ils n'auront pas ce problème-là. C'est-à-dire, si vous enlevez 5 du total, et c'est les 5 là qu'on a perdu là, ont été pris chez les démocrates, quand vous allez faire les 15%, ils vont se retrouver toujours, ce qui reste là-bas toujours correspond à 15%. Maintenant, vous voulez tuer vous avez la sorcellerie pour... Ah, maintenant, je vais dire aux démocrates, ils n'ont qu'à bien prendre votre photo. C'est vous qui... vous imaginez? Non, ils seront là, aucun d'eux ne va mourir. Bref. Mais à imaginer même qu'il n'y ait pas assez de députés. Leur mouvance, l'opposition, les FCBE ont des maires qui peuvent les parrainer. Le BR ne peut pas parrainer LD. UPR ne peut pas parrainer LD. Mais BR peut bien parrainer UPR. Et UPR peut bien parrainer BR parce que sur l'échiquier, on les retrouve ensemble. Donc, il y a aussi, c'est ça aussi. Ils ont voté le code et ils ne font pas de l'andragogie pour que les adultes comprennent. Aussi, cette histoire de 20% qu'il faut avoir par conseil circonscription électorale. La loi permet qu'au moment où vous déposez votre dossier, vous fassiez déjà d'alliance politique avec d'autres partis. Que vous dites à la Sénat, par exemple, LD peut dire, nous sommes en alliance avec RE, nous sommes en alliance avec FCBE. Ils vont aux élections. Disons que RE n'a rien eu, FCBE n'a rien eu. C'est une supposition. Mais les voix dans une circonscription de RE ou bien de LD, s'il manque 20% à LD, peut bien servir à obtenir les 20%. Donc, on ne demande pas à LD seul d'avoir forcément les 20%. Et puis, l'objectif de ce code, c'est de renforcer ce que j'ai toujours combattu. Et si j'avais le choix, que je combattrais, parce que moi, je suis pour une démocratie totalement ouverte. Mais il s'est trouvé le parti de l'ancien président qui s'en est accommodé, qui a créé un parti politique que j'appelle le 4e bloc. Donc, nous allons accepter
Je ne sais pas pourquoi Yahya Boni parcourt le pays pour dire qu'on veut l'empêcher d'avoir un candidat. Mais lui peut être candidat? Non. Monsieur Joshua, vous nous voyez encore laisser ce pays à ceux que je vois derrière Yahya Boni là? Non. Moi, je vais m'opposer à ça. Donc, nous, tous ceux qui sont au pouvoir là, doivent se battre pour conserver le pouvoir. C'est ce que la mouvance présidentielle fait. Est-ce que c'est bon? Est-ce que c'est mauvais? J'en sais rien. Mais moi, le jour où je vais les soutenir, je dirais que c'est bon parce que ça permet de conserver le pouvoir. C'est à eux de se battre. Vous voyez tout ce qu'on fait à Trump. Et pourtant, il est en train de trouver des solutions. Au Sénégal, Macky Sall avait voté un code qui empêchait même l'opposition de pouvoir réussir. Ils se sont battus et ils ont eu le même nombre de voix. Les démocrates chantent à tue-tête qu'ils sont le premier parti. On leur donne l'occasion de nous le prouver. Oui, M. Kovi, vous avez pris le cas le plus extrême quand on parlait des 15%. J'ai parlé qui peut avoir des décès. Mais la réalité est quoi? Un député démocrate peut bel et bien démissionner et siéger en indépendant à l'Assemblée. Ce qui fait que, théoriquement, le parti n'a plus les 28 députés requis pour parrainer un candidat. Donc, le fait de mettre le nombre à 28 juste, est-ce que ce n'est pas un grand risque? Je repose la question qu'on prend pour le pays. Alors, le BR aussi a 28. Donc, ce que court comme risque le vous ne pouvez, LD... Monsieur Korovi, est-ce qu'on va mettre... Le BR n'est pas un parti d'opposition. Le BR, c'est un parti qui soutient ou bien un parti de la mouvance. Ce qui est sûr, si on va à une élection avec deux candidats, un candidat BR et UPR, on ne règle pas le problème dont souffre le Bénin depuis 2019. Vous êtes d'accord avec moi? Mais le BR aura son candidat. Peut-être que ça peut être moi, pourquoi pas, parce que le BR va ouvrir les primaires pour que, ma foi, la base choisisse. Ceux qui ont des aussi ambitions. va choisir son candidat. Mais ce que je veux dire, si LD a la malchance d'avoir un député qui devient indépendant, ce serait la faute à qui? Ce serait leur mauvaise gestion. On ne fait pas de loi pour favoriser quelqu'un. Et si ça pouvait même arriver, j'en serais heureux, moi. Mais est-ce que ça ne pose pas de problème pour... On a encore dans nos mémoires les tueries de 2019, 2020, 2021. Non, si on va à une élection avec que des partis soutenant l'action de Patrice Talon, est-ce qu'on ne crée pas le nid à d'autres violences dans le pays? Parce que c'est ça le vrai problème aujourd'hui. Et il faut faire très attention. L'élection présidentielle, c'est un peuple et un homme, même s'il y a un appareillage politique derrière. Moi, c'est une supposition, à imaginer que je sois candidat. Vous savez quand même que j'aurai des électeurs parmi ceux qui se croient démocrates aujourd'hui, et j'en aurai dans BR qui vont voter contre moi peut-être, j'en aurai dans UPR qui vont voter pour moi. Enfin, je vais transcender quels que soient les bords politiques. C'est dire la même chose est possible pour LD. Un candidat LD peut avoir même des militants BR d'aujourd'hui votant pour lui s'il est bon. Un candidat UPR, etc. Donc, on parle de présidentiel. Mais maintenant, il appartient à chaque parti de garder ses ouailles. Le risque, je n'avais même pas pensé à ce que vous dites là. Oui, le risque est vrai, mais ce n'est pas un risque, c'est un jeu politique. Si moi, j'avais les moyens d'aller débaucher 3 députés LD pour dire devenez indépendant, vous me donnez les idées comme ça? Vous me donnez des idées? Ben, je vais les débaucher. Mais nous sommes en politique. Là, cette fois-ci, je ne parle pas en analyste, hein, je parle en homme politique. Mais en politique, c'est un jeu de dames. Je vais les débaucher. On est en politique, pourquoi vous voulez que la mouvance travaille pour que l'opposition vienne au pouvoir? Oui, c'est son rôle de les empêcher. Oui, monsieur, je vous comprends, je comprends votre raisonnement. Mais est-ce que vous pensez qu'une élection en 2026, sans l'opposition, peut contribuer à la paix, à consolider la paix au Bénin? Un candidat à l'élection présidentielle en 2026 ne peut pas être estampillé mouvancier ou opposition. Ce ne sont pas les élections législatives. C'est un homme, un peuple. Et je vais vous dire, vous n'avez souvent pas vu
des candidats d'une mouvance présidentielle, une fois élus, mettre en prison tous ceux qui l'avaient soutenu de son propre parti. Donc là, il faut faire très attention en matière de... Il est de la mouvance, il est candidat présidentiel pour nous, c'est faux. Et il faut s'assurer que s'il vient là, il ne va pas vous mettre en prison tous. Donc nous allons nous battre, nous. C'est ce que je demande à la mouvance. Mettez accordé. Je vais leur dire ce qu'il faut faire pour que le pouvoir soit conservé par le camp Talon, mais en améliorant la gouvernance sociale et politique. Mais souffrez que je vous dise, ce que nous vivons est de la faute de Yahya Boni. Ok, revenons sur le deuxième point que vous avez abordé plus tôt, des 20% pour l'attribution des sièges au niveau des circonscriptions électorales. Est-ce que vous êtes d'accord ou bien d'avis avec les gens qui disent que cette disposition introduite maintenant dans le nouveau code électoral est contraire à la Constitution, du fait que l'article 81 de la Constitution dit exactement le contraire, parle de l'attribution des sièges au niveau national, alors que sans modifier la Constitution, on a introduit un nouveau dispositif qui parle d'attribution des sièges au niveau de la circonscription électorale. Vous savez, c'est que nous aimons nous mentir nous-mêmes. Il y a longtemps que nous ne respectons plus la Constitution. Pourquoi vous voulez que moi je dise? Depuis quand on respecte la Constitution dans notre pays? Il y a longtemps, si on respectait la Constitution là, LD n'aurait pas demandé de récépissé pour être un parti politique. Parce que les lois au titre desquelles LD est parti là sont des lois scélérates. Donc, il y a longtemps que nous avons décidé, mouvance de Talon, mouvance Yahya Boni, de violer la Constitution. Donc, il faut oublier ça. Nous le savons tous qu'on ne respecte plus rien. Et ceux qui sont derrière Yahya Boni et ceux qui sont derrière Talon. Donc, pourquoi, quand ça ne les arrange pas, je vais vous dire, les LD ont comploté ensemble avec la mouvance présidentielle pour empêcher un certain Richard Boni-Orou, un Olivier Bokor, bref, même un Kourovi s'il n'est pas dans un parti politique, pour ne pas être candidat. C'est un complot entre BR, UPR et LD pour empêcher de candidature indépendante. Si par la suite, il y a des articles qui ne les favorisent pas, ils viennent se plaindre. Non. Ils sentent eux-mêmes le complot. Je dis quoi? LD sent le complot, la compromission. On leur a accordé tout ce qu'ils ont demandé. Ça a été bouclé pour qu'il n'y ait que candidat parmi les trois partis. Pourquoi les autres ont eu le génie de leur sortir le coup de massue à la dernière minute et ils se plaignent? Non. Monsieur Kourovi, on vous reproche souvent de ne pas avoir, je ne sais pas comment le dire, comme la suite dans les idées, dans vos différentes sorties. Oui, attendez que j'aille au bout de la question. Ah ben, vas-y, allez-y. OK. Tout juste au lendemain du vote de ce code électoral, votre première sortie, vous avez dénoncé le code, mais aujourd'hui, on sent que vous vous êtes repositionné et vous avez dit que vous soutenez le même code. Est-ce que c'est pour ça que les gens vous reprochent un peu la cohérence? Alors, je vais vous répondre tout de suite. Oui, je vous ai dit que ce code est un code barbare et ma première sortie n'a pas changé. Mais quand je vois que les trois partis politiques, LD, UPR, BR, se sont entendus en réalité pour empêcher les candidatures comme les miennes, si on n'est pas dans les partis. Mais je dis, mais ceux-là, il vaut mieux soutenir celui qui nous frappe, nous tous. Donc, je n'ai pas changé d'habit. C'est un code barbare. Mais il faut écouter ce que je dis. Mais c'est ce qu'il nous faut aujourd'hui au niveau de la compromission des LD. Donc, moi, j'ai la chance de décider. Je n'ai pas dit que le code, si je voulais un code, c'est le code de 2013, 2016, voilà, le code qui me plaît. Mais alors, il ne faut pas qu'on se mente nous-mêmes, choisir, quand c'est bon. Mais qu'est-ce qui a pu justifier que LD même accepte même de dire qu'on a de modifier ce code-là? Pourquoi ont-ils participé à ça? Donc, moi, je suis logique envers moi-même. Ne vous trompez pas.
Je n'ai pas changé d'avis. Je n'ai pas dit que le code est devenu subitement le code le plus démocratique au monde. Mais il y a longtemps que j'ai fait le deuil de la démocratie. Je vous ai dit, si c'était au nom de la démocratie, je ne soutiendrais pas Talon. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise de plus? Je suis logique envers moi. Monsieur Corvi, dans le débat autour de la révision de la Constitution, on a vu la sortie du député Armando Ebla qui disait que, en fait, avec si cette révision échouait, il fera tout pour que son parti, l'UPR, ait 80% des élus en 2026. Vous l'avez dénoncé. Quelles sont les raisons qui motivaient votre sortie? Pourquoi vous avez trouvé que cette sortie de Armando Ebla était un peu exagérée? Oui, mais Armando Ebla est mon frère. Nous, Armando Ebla, nous avons soutenu et travaillé autour d'Adrien Mbedi à partir de 2005. Nous nous connaissons depuis 2005. Il n'était pas aussi gros. Il était encore mince comme un Éthiopien à l'époque. Bon, nous étions tous minces. Mais Armando Ebla a eu le courage de menacer, même si je suis en retrait du BR pour le moment, mais il a dit qu'ils vont prendre 80%. Et il dit même que nous, on risque même de ne pas avoir de candidature. De candidat. Oh, moi, j'ambitionne, bon, je vous le dis ouvertement, j'ambitionne d'être candidat. Bon, si on n'a pas de possibilité d'être candidat là, je fais comment? Donc, en m'en prenant à Armando Ebla, je défends d'abord mon propre intérêt. Ça, c'est un. Je fais comme le président Talon qui dit qu'il ne fait que ce qu'il arrange lui. Deux, je défends le BR. Et trois, j'ai trouvé que de tels propos sont de nature à mettre feu dans le pays. Même, et il a raison de vouloir 80% pour son parti, même les 100%, mais ce n'est pas en ces termes-là qu'il faut parler. C'est ce que j'ai trouvé maladroit dans ses propos. Parce que si on parle comme ça, je vous l'ai dit, hein, vous allez entendre le matin, bon, Baba Yabo n'est plus là. On ne veut pas ouvrir la boîte de Pandore. Ça n'arrive pas qu'aux autres. Parce que c'est quand le système démocratique, ou du reste le système politique, parce qu'on n'est plus en démocratie, je vous l'ai dit, ne peut plus s'auto-réguler qu'on invite d'autres acteurs dans le jeu politique. Et les propos genre Armando Ebla sont dangereux. Armando Ebla, c'est mon frère, c'est mon ami. Je le vois demain sans hésiter. Il me donne à manger, je vais manger. Il ne peut pas m'embouter, ni m'empoisonner. Mais il sait que j'ai raison. Donc, j'ai trouvé ça maladroit. Cela ne m'empêche pas de soutenir le code électoral, quoique je le trouve barbare. Mais je le soutiens parce que ceux qui ont voulu empêcher les autres, enfin créer des difficultés aux autres, sont aussi en difficulté s'ils ne travaillent pas bien. LD aurait dû refuser même le code existant, avant de dire même qu'on est en train de modifier. LD, là, si c'était vraiment un parti d'opposition démocratique, devrait dire que ces lois-là sont des lois scélérates. Nous les avons combattues en 2019 et on les combat encore. Nous voulons que vous les abrogiez et nous rameniez le code de 2013-2016. C'est ce qu'un parti politique d'opposition fait ça. On ne vient pas faire d'amendements, venir prendre des trucs pour empêcher des candidats indépendants. C'est pour ça que je soutiens. Donc, n'allez pas croire. Aidez-moi à faire comprendre aux autres que je n'ai pas dit que le code est devenu ce que j'aime. Mais qui n'a pas sa mère, peut-être sa grand-mère. À défaut de ce qu'on aime, on se contente de ce qu'on a. Et c'est ce que je fais. Docteur Corvi, vous êtes avant tout un acteur politique. Donc, on va finir cette émission avec quelques petites questions. On sait que depuis les événements malheureux de 2021, certains jeunes ont été arrêtés et ils sont en train de, et souvent, ce sont des élèves et des étudiants qui sont en train de faire 4 ans de prison aujourd'hui. Et beaucoup de Béninois ne comprennent pas pourquoi on ne fait même pas leur procès pour permettre à ces jeunes de savoir, même s'ils sont condamnés, ils savent qu'ils sont condamnés à 10 ans, 20 ans de prison. Est-ce que vous, en tant que soutien du parti au pouvoir ou bien de Patrice Talon, est-ce que vous comprenez pourquoi ces jeunes sont juste là, oubliés en prison sans procès? Alors, moi, je veux dire que je trouve malheureux ce qui arrive à ces enfants.
Si ces enfants m'avaient écouté, ils ne seraient pas dans cette situation. Et le monde sait que je me suis toujours battu. Et je suis, et ça je ne viole aucun secret, je suis rentré le 7 mars, j'ai fait des réunions avec le président du bloc républicain, Abdoulaye Biotani, et je lui ai dit que le président Talon a dit Urbi et Orbi, que lui, il était peiné de voir que ses enfants sont de perdre leurs années universitaires. Et il a donné d'instructions au ministre de la Justice, devant télévision, devant Yaïboni et les siens, pour qu'on vide vite leur dossier. Je n'arrive pas à comprendre que 4 mois après, ils sont encore en prison. Je lui ai dit que je souhaite qu'il prenne ce dossier-là à bras le corps et qu'il aille voir le président. Et il m'a dit, mais tiens, le président a donné des instructions, comme tu dis, c'est le ministre de la Justice qu'on va voir pour savoir qu'est-ce qui se passe. Et mais ce que je sais, si ça vous intéresse, c'est une question de lenteur administrative au niveau de notre justice. Et il faut mettre pression sur nos juges pour qu'ils comprennent qu'il faut libérer ces enfants-là. Je vais vous faire une confidence. Parmi 3, ils sont 6 que je connais. C'est un seul dont le nom a été cité parmi 50 et 5 ans. On va le chercher à Calavi. Et vous savez, nous, hommes du Nord, quand on vient, on est à Calavi, les jeunes sont tous dans la même maison. On a retrouvé 5 qui n'étaient concernés à rien. Et on a embarqué eux tous. Ça fait 4 ans qu'ils sont tous. Et on ne les juge pas. Et vous avez raison. Qu'on les juge pour qu'on sache qu'ils sont coupables ou pas. Et ça me revient à dire pourquoi LD ne fait pas de chantage politique, par exemple. Pour dire, même en mentant, hein, dire vous voulez qu'on modifie la Constitution, d'accord. Libérez-nous les enfants, nous on vous vote. On les libère, ils ne votent pas, qui va les mettre en prison. Ou bien ils votent d'abord l'acceptation et à la fin de là, il faut voter même. Mais on fait des négociations politiques. Ils abandonnent leurs ouailles. J'ai quitté cette galaxie-là parce que c'est un milieu où, quand le soldat tombe, il est abandonné. Et il faudrait que vous m'aidiez à faire comprendre au président Patrice Talon que les instructions qu'il a données, ça fait 4 mois, ces enfants sont toujours en prison. Et ça ne peut pas continuer. Vous avez parlé de lenteur de la justice, mais les gens vont vous opposer le fait que si on prend le cas de Ricky Amadougo, du professeur Joël Aïvo, ils ont été rapidement jugés. Et pourquoi poussent les jeunes qui sont en train de perdre des années, on parle maintenant de lenteur de la justice. Si on a pu trouver des fenêtres rapides pour évacuer les dossiers de Rikia et puis Aïvo, on aurait pu faire la même chose pour les jeunes, pour au moins situer les parents qui ne savent même pas jusqu'à présent. Vous-même, vous l'avez dit, ils étaient un certain nombre, peut-être eux tous n'étaient pas concernés par la politique, mais ils ont été tous embarqués. Comment on ne peut pas faire la différence entre tous ceux-là jusqu'à présent, 4 ans après? Mais vous me taquinez à moins que vous me nommiez ministre de la Justice. Je ne pourrais vous répondre à ça. Par contre, j'observe moi. Puisque moi, je suis en contact avec ces enfants. Je suis en contact avec eux. Et je suis leur dossier. On les reçoit une fois et c'est 1 mois après qu'on vient encore les écouter. Les juges font comme s'ils avaient tout leur temps. Donc, je sais ce qui se passe. C'est pour ça que je voudrais appeler les juges. Vous avez des enfants. Ces enfants-là sont nos enfants. Ils sont l'avenir du pays. Vous devez vite vider leur dossier. Et puis, que le parquet lève juste la poursuite contre eux et qu'ils aillent chez eux. Qu'est-ce qu'on leur reproche au fait? Qu'ils ont tué. Donc voilà, le problème, ne me faites pas dire ce que je ne sais pas, mais je vous dis ce que je sais, puis je suis en contact avec eux. Je les écoute. Ils ont écrit, j'ai envoyé au président Talon. C'est là où il a été sensibilisé. Moi, je souffre à voir des enfants. Mais qu'est-ce qu'ils vont devenir demain? Nous qui avons des diplômes, ceux qui ont des diplômes, ont du mal à réussir. Mais à plus forte raison. Et c'est des enfants de paysans. Il faut que le président, de son propre chef, c'est lui le garde, le magistrat suprême, ordonne qu'on les libère. On peut le faire. Maintenant, quand à Ivoire ou bien Madougou, vous n'avez que ça comme repère. Moi, je n'avais pas de chronogramme pour savoir combien
de temps leur procès a duré? J'en sais rien. Vous voulez faire la politique? Je vais faire la politique. Je n'étais pas au courant, comme disait Yahibouni. Oh, le président Yarima. Je n'étais pas au courant Non, non, de combien de temps. non, en fait, docteur Kovi, comparativement aux autres, on sait que Rekia Madouga a été arrêté en mars et puis le professeur Ayibo en avril 2021 et les deux étaient jugés en décembre. Donc, environ, on va dire 8 mois environ. Au moins, ils ont été jugés, mais on peut condamner le procès, on peut dire condamner les condamnations, mais ils ont été situés sur leur peine. Mais c'est ce qu'on, pour les jeunes aussi, c'est ça, les parents attendent, peut-être les parents ne savent même pas parce qu'ils sont très loin au fond du pays. C'est ça la vraie question, au fait, quoi. Alors, moi, je vais vous répondre en faisant du COVID. Les jeunes sont, au fait, des victimes collatérales, au fait, d'une lutte politique ou bien d'un climat politique. Si on les connaissait, et c'est même ça le drame de la chose. Mais vous avez quand même entendu que, à l'actif de Haïbo, que, arrivé en prison, il a découvert un monsieur qui a fait plus de 18 ans en prison, oublié du système judiciaire, et c'est lui qui est intervenu jusqu'à ce qu'on se rende compte qu'il y a quelqu'un qui était là illégalement. 18 ans sans jamais été jugé, il a été libéré. Qui vous dit que ce n'est pas la même situation? Si ces enfants étaient vraiment dangereux pour quelqu'un, je crois qu'on les aurait déjà jugés. S'ils ne sont pas jugés, c'est parce qu'ils ne sont pas dangereux. Peut-être que, et moi je suis convaincu, que le dossier est vide. Et la seule chose à faire, c'est même pas les juger. On les juge pour leur demander quoi? Le président, eux se posaient à 5 ans, c'est 5 ans. Le président même est prêt à laisser 75 jours désormais. Libérons les enfants et qu'on cesse de parler de justice. Aussi simple que ça. OK, on a fait le tour de nos questions aujourd'hui. Donc, on vous remercie. On remercie aussi les internautes qui sont restés avec nous. Je vais vous laisser la parole pour quelques mots de fin. Si il y avait des éléments que vous souhaitez aborder, qu'on n'a pas eu le temps d'aborder, vous pouvez le dire pour qu'on puisse conclure l'émission. Alors, moi, je voudrais inviter les hommes politiques africains à comprendre que nous ne serons pas tous présidents. Nous ne serons pas tous députés, tous ministres, préfets et tout ce qui reste. Qu'on se batte pour un idéal. Qu'on se batte parce qu'on a un projet qu'on veut pour ses parents. J'ai entendu la fête du 8 mars, 8 machin, mais je n'ai pas vu les gens se préoccuper de qu'est-ce qu'on a pour nos populations. J'entends au Bénin, Yahibouni parcourir le pays, et même parfois des gens de LD, enfin, de BR, UPR, mais ils ne se préoccupent pas du bien-être de leur population. Ils s'en vont juste leur dire, le gouvernement a fait des routes, a fait ceci, il faut nous soutenir. Ils ne se préoccupent pas de l'eau potable pour chaque village, du travail pour les jeunes, etc. Il faut qu'on se batte pour ça, en fait. Qu'on sente que l'homme politique se préoccupe du bien-être des autres. Je voudrais enfin dire que je suis en retrait pour 90 jours. Il reste en fait 80, j'ai déjà fait 10 jours, et du bloc républicain, et de la mouvance présidentielle, et du soutien à Patrice Talon. Ceci ne m'empêchera pas de défendre le bloc républicain si quelqu'un l'attaquait. C'est ce que j'ai fait pour Avambo et Bla. Maintenant, est-ce que le code, ce n'est pas parce que le code électoral actuel est un code barbare à mes yeux que je vais refuser de le soutenir s'il règle des problèmes politiques. Parce que j'estime que LD, opportunément au pouvoir pour sauver la démocratie, s'associe à la mouvance présidentielle pour justement nuire à la démocratie. Mais quand ils n'ont pas reçu ce qu'ils veulent, ils viennent se plaindre. Eux devaient dire qu'ils veulent le code de 2013-2016, pas une modification du code. Depuis quand ce code-là est devenu bon pour eux. Voilà ma position. Donc, n'allez pas croire qu'on vient changer d'avis. Je n'ai changé aucun avis sur le code. Mais je l'accepte parce que, eh bien, il fait que pour être président désormais, il faut être garçon, il faut être bien élu, il faut avoir d'ancrage national. Voilà. Déjà, même une question. On dit qu'il faut 3/5 pour le parrainage. Tu ne vas pas prendre parrainage juste dans une seule région et venir, tu ne vas pas recevoir le parrainage des gens du Nord, tu viens. Mais LD, c'est encore pour eux qu'on a fait ça. Sur 14, on dit qu'il faut avoir d'élus sur 14 circonscriptions, dans 14 sur 24.
ils ont sur 15 sur 24. Donc, c'est encore à leur image que ça a été fait. En réalité, quand vous regardez le code, sachez que c'est un camisole qu'on a cousu au bénéfice de LD pour mettre Olivier Bokor hors jeu, Richard Boni-Oru hors jeu, si Kohovi quitte le BR hors jeu. C'est pour ça que vous allez entendre bientôt que je reviens au BR. Parce qu'il n'y a plus de place pour celui qui veut être candidat indépendant. Ne vous trompez pas. Je vous remercie. Merci beaucoup, docteur Bertin Kohovi. Donc, nous avons abordé ensemble les grands sujets d'actualité au Sénégal. On a parlé du Niger et puis on a parlé du code électoral et puis de la révision de la Constitution au Bénin. Donc, je remercie aussi tous nos internautes qui nous suivent. Ils peuvent retrouver cette vidéo sur notre compte YouTube, Biafrica Web TV. Des extraits aussi seront disponibles sur notre compte TikTok, Biafrica Web TV aussi. On se donne rendez-vous dimanche prochain pour une autre émission dimanche. On se dit tout. Merci et à tout moment. Merci beaucoup. Et je remercie. On est toujours en direct? Oui, je vais mettre fin au direct maintenant. Ah, faut vous mettre fin pouvez au continuer le direct heureusement. avec vos amis sur TikTok si vous souhaitez, parce que vous avez 150 personnes encore en direct là-bas. Vous pouvez continuer avec eux. Ah, ben, il faut que je les coupe. Oui, OK. Donc, à tout moment, M. Kohovi. Merci beaucoup, Nga.